Hello, hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Prends tes boots. Et aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir une nouvelle invitée. Je vous présente Delphine. Salut Delphine. Bonjour Laura. Je suis très très contente de t'accueillir. Alors oui, on va parler un petit peu. J'essaye de pas tout dévoiler, c'est très compliqué pour moi. Mais attends, j'essaie de laisser un petit peu le suspense. On va parler quand même un petit peu yoga, mais contrairement à Adrien qui est aussi passé sur cette chronique et avec qui on a parlé yoga, on va aussi parler mode responsable. Je te présente très très rapidement et puis surtout après on rentre dans le vif du sujet parce que tu as plein de choses passionnantes à nous raconter. Delphine, donc aujourd'hui toi tu es fondatrice de l'entreprise Géopélie. Oui. Tu es aussi, c'est très important, maman d'un petit garçon. Mm-hmm. Et de façon un petit peu plus peut-être générale, tu es vraiment passionnée de yoga, de bien-être et de mode éco-responsable. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est un très bon résumé. Cool. Aujourd'hui, toi, ton activité, donc elle s'articule autour du yoga et de la mode. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, pas vraiment. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'univers du marketing, donc j'étais chef produit, j'ai travaillé dans une agence de communication. Par contre, ce qui a toujours été présent en arrière-plan, c'est ma famille en fait qui a entrepris dans le textile. Donc mes parents, on a une entreprise de textile. Ils font fabriquer du tissu, donc ils sont pas directement dans la confection, mais j'ai toujours grandi, si tu veux, dans un environnement où il y avait des morceaux de tissu qui traînaient un petit peu partout dans la maison, et forcément ça m'a démangé les doigts et j'ai appris à coudre. J'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Donc j'aime bien dire que je retourne un peu à mon premier amour. Donc après 10 ans dans le marketing, j'ai créé Géopélie et je retourne vraiment dans un univers que j'adore. T'étais dans quelle région avec tes parents? Alors j'ai grandi en Alsace. En Alsace, ok. Voilà, d'où peut-être le petit accent. J'habite actuellement à Nantes et tout le monde me dit que j'ai un accent. Ça me fait rigoler. Enfin, les accents, tu sais, ici, on s'en fiche un petit peu, mais c'était juste que oui. Je me suis dit, tiens, le textile, il y a peut-être aussi, tu vois, le Nord. Moi, mon grand-père était dans le textile de la chaussette. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, et en fait, je suis complètement chaussettophile. J'adore quand les chaussettes ont des couleurs. Et très souvent, on m'a prise vraiment pour quelqu'un d'assez perché. On m'a dit, mais sinon, les chaussettes avec des petits cochons, des petites vaches. Je dis, non, mais moi, j'adore. Et en fait, voilà, à chaque fois et ma grand-mère créait elle était modiste et elle faisait des chapeaux, et voilà, des super chapeaux. Cool. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'étais curieuse de connaître la région dans laquelle tu avais grandi. Moi, j'avais aussi une question par rapport donc à ton activité. Qu'est-ce qui t'a amené à passer du marketing? J'ai bien entendu le retour en fait presque aux sources. En tout cas, ça avait beaucoup de sens par rapport à ton histoire familiale. Mais qu'est-ce qui t'a amené aussi à passer de salarié à entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a fait passer du marketing en fait à ton activité aujourd'hui? Oui. Alors, je dirais que c'est mon voyage et mon expatriation au Canada qui a radicalement changé ma vie. Donc, tout de suite après les études, j'ai travaillé plusieurs années dans des pays étrangers, donc Allemagne, Suisse. Et puis, avec mon mari, on a décidé de pousser le curseur un petit peu plus loin, d'aller explorer le Canada. Et on est resté 3 ans à Vancouver. Avant de s'installer à Vancouver, on a fait un road trip de 3 mois. On a vraiment découvert le Canada de fond en comble. On a fait toutes les provinces sauf celle du milieu où c'est très plat et c'est un petit peu les champs, le pays agricole. Ça, on n'a pas fait. Mais en fait, quand tu voyages avec rien du tout dans un petit sac, quand tu découvres la beauté du monde, tu te poses plein de questions. Et surtout, quand tu as ce luxe d'appuyer sur le bouton pause dans une vie qui est un petit peu à 100 à l'heure, tu prends le temps de te poser des questions sur ta vie, sur le sens de ta vie, sur ce que tu as envie de faire. Et c'est cette réflexion-là qui m'a fait en fait voir un petit peu le monde sous un autre angle. Et puis en fait, je pense que j'avais toujours un peu peur il y avait toujours une peur au fond de moi de me lancer dans des choses un petit peu extraordinaires. Le fait de tout lâcher pour aller au Canada, parce que c'est clairement ce qu'on a fait. On a mis tous nos meubles dans le grenier de la grand-mère. On a démissionné de nos jobs sans vraiment savoir ce qui nous attendait de l'autre côté.
ça pour moi ça a vraiment été la chute dans le vide. Je savais pas, et c'est très contraire à mon caractère. Moi je suis quelqu'un de très cartésienne, j'adore planifier 6 mois à l'avance. Je fais mes menus pour la semaine, savoir ce qu'on va manger, c'est très organisé tout ça, donc c'était très contraire à mon caractère de faire ça, très angoissant aussi. Mais le fait d'avoir réussi, si tu veux, à passer ce cap-là, c'est comme si j'ai débloqué plein de portes en fait. Je me suis dit si moi j'arrive à trouver un job au Canada, si j'arrive comme ça à tout lâcher, pourquoi est-ce que je pourrais pas entreprendre, si tu veux. Donc c'est vraiment ce voyage qui a été déterminant dans mon choix d'entreprendre. Quand on est rentré en France en 2019, je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi, il faut que je me lance. Et puis finalement le marketing fait toujours partie de mon travail, c'est juste que j'ai rajouté des choses sur ma liste. Quand on entreprend, finalement on doit tout faire. Donc faut savoir tout faire. C'est hyper challengeant et en même temps c'est hyper enrichissant. J'ai l'impression que en 1 an et demi maintenant d'entrepreneuriat, ou 2 ans même, j'ai appris plus que peut-être de toute ma carrière en fait. Donc on est obligé de se challenger tous les jours, d'aller en dehors de sa zone de confort, d'apprendre des nouvelles compétences qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis je renoue avec un produit finalement que j'adore quoi, les vêtements, le tissu, c'est chouette, c'est vraiment très chouette. C'est alors tu vois, en t'en parlant et en t'écoutant, j'ai d'autant plus la chair de poule que en fait ça fait tellement résonance à ce que j'ai vécu. En fait, quand j'ai créé cette chronique là, Prends tes boots, c'était vraiment lié au blog que j'avais écrit pendant mon voyage. Et en fait, j'étais partie 9 mois en sac à dos, hyper légère. J'ai tout plaqué aussi, mon activité. Et du coup, quand je t'entends dire, c'est le voyage qui a aussi changé ma vision des choses, qui m'a permis aussi de trouver du sens. C'est tellement ce que j'ai vécu. Quand j'aime bien dire que après un tel voyage, en fait, il y a toujours un avant et il y a toujours un après, et qu'en général, l'après peut être vraiment très différent, même si ce qui se passe au milieu, moi j'étais toute seule et pour débloquer. Tu parlais de déblocage, de saut dans le vide. Moi, cette période du milieu de mon voyage, il a été j'ai eu bien mal au ventre, j'ai pleuré, j'ai dû lâcher plein de trucs, et en même temps en fait j'ai dû passer aussi par là pour débloquer et puis pour entreprendre complètement différemment après. Donc ça prend tellement de sens, ça a tellement de sens que tes propos. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ton mari et toi vous aviez choisi la destination de Vancouver? Alors avant de partir au Canada, on savait pas exactement où est-ce qu'on allait s'installer. Le Canada, c'était un petit peu un rêve d'enfant de mon mari qui a de la famille qui a émigré là-bas après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on était déjà allé les voir au Québec, et puis on voulait découvrir un petit peu plus. Donc c'est un petit peu lui qui a qui a mis en avant cette destination-là. Après en 3 mois, on a vraiment eu le temps de voir un gros bout du Canada, et quand on est arrivé à Vancouver, on a eu un coup de foudre en fait avec la ville qui est en fait située sur la côte Pacifique, et qui a la particularité d'être à la fois au bord de la mer donc et d'avoir des montagnes. En fait, c'est pas très courant d'avoir des villes qui ont les deux, et en fait ça crée un paysage vraiment unique, et pour les amoureux de la rando, les amoureux de la nature, c'est absolument fabuleux. Et du coup, pendant ces 3 ans, est-ce que vous avez travaillé tous les deux dans la même entreprise? Vous avez fait 2 jobs différents? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans? Alors, mon mari, donc François, lui, il travaillait à l'époque dans la construction, dans les BTP. Donc, okay. C'est il y a du boulot, il y a toujours du boulot dans tous les pays. C'est vraiment clairement le secteur où il y a toujours du travail. Donc, lui, il a trouvé assez rapidement. Je pense qu'il a trouvé en 3 mois. Moi, ça a été un peu plus compliqué. J'ai trouvé au bout de 6 mois. Dans une agence de com, donc on a travaillé tous les deux dans nos domaines respectifs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est un petit peu l'entrepreneuriat qui nous a ramenés en France, parce que lui, il a reçu une proposition qui ne se refuse pas. J'aime bien dire ça comme ça, mais en fait il commençait à en avoir un petit peu marre de cet univers-là, de refaire toujours la même chose et d'être confronté un petit peu aux problématiques des BTP, qui est une industrie quand même extrêmement polluante et un petit peu archaïque au niveau des méthodes de travail. Et on lui a proposé un poste donc situé en région nantaise, qu'il a donc accepté.
Et puis moi, c'est en fait en retournant en France après que j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter le parcours dans ta tête et dans ton cœur entre, donc, ok, t'es au Canada, ça fait 3 ans que vous êtes en train de préparer votre retour. Tu connais très bien ton histoire familiale, tu sais que tu as toujours grandi et aimé vivre au milieu de tous ces tissus. Qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est ce projet-là dans lequel je dois me lancer? Ça a pris du temps. Je savais en fait que je voulais entreprendre, que je voulais faire quelque chose d'autre. J'ai eu une expérience professionnelle au Canada qui était très chouette. Et en même temps, il y avait un environnement de travail un petit peu toxique. Et je me suis dit, si jamais moi je fais quelque chose, je veux créer quelque chose de vertueux à la fois parce que je propose en termes d'offres produits et en termes d'environnement de travail. Je voudrais être plus flexible, pouvoir aussi avoir plus de temps pour mon bien-être à moi. Donc je savais déjà au fond de moi qu'il y avait cette pousse d'entrepreneuriat qui était en train de germer. Et en fait, je me suis remis au yoga quand on était au Canada. J'en avais déjà fait par le passé. Je me suis remise de manière un peu plus intense à la suite de la naissance de mon fils pour me retrouver en fait, pour retrouver mon corps. J'avais besoin de me reconnecter. Et puis quand on est rentré en France, j'avais besoin de me rééquiper un petit peu parce que j'avais plus tout ce qu'il fallait pour faire du yoga. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une offre très poussée en termes d'éco-responsabilité. Et puis un jour, j'ai téléphoné à une de mes amies qui habite actuellement en Californie, donc qui est complètement imprégnée enfin si tu veux, de l'état d'esprit entrepreneurial à l'américaine. Et je dis si, j'adorerais. J'ai un peu un rêve fou, j'adorerais créer une marque de yoga et tout. Puis elle me dit mais pourquoi pas, vas-y, fais-le. Puis j'ai raccroché, je me suis dit en fait ouais. Et je crois que dans l'heure j'étais déjà en train de faire mon étude de marché. Enfin c'était assez rigolo. Donc c'est un petit peu comme ça que. Et c'est génial parce que c'est exactement c'est l'énorme différence qu'il y a entre l'état d'esprit européen et l'état d'esprit on va dire nord-américain. C'est que c'est limite, tu sais, dans leurs phrases, quand tu leur dis j'aimerais bien, ils te regardent en disant en gros ouais c'est ça, ouais, why not, ouais, en fait finalement peut-être que et c'est pas qu'ils ont pas peur, c'est qu'en fait ils sont beaucoup plus dans l'expérience, dans l'expérimentation que nous. Nous, on est quand même en Europe. À chaque fois, j'adore me souvenir de ça, mais on dit souvent les Américains inventent, les Chinois copient. Pardon pour la communauté, mais c'est vraiment un cliché. Hein. Les Chinois copient et les Européens réglementent. Ouais. Et en fait, c'est ça. Ouais. On est vraiment nous dans le limite que dans le mental, dans la paperasse, dans l'administratif, et en fait on met le temps quand on passe à l'action, en fait il y a déjà quelqu'un qui a déjà lancé le même projet. Ouais. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Enfin à chaque fois c'est des discussions que j'ai souvent avec des entrepreneurs, et on se dit souvent il faut quand même toujours essayer autant que possible d'avoir quand même une petite veille à l'international et sur ce qui se passe aussi aux États-Unis, parce que malgré toutes nos bonnes idées, ils sont souvent précurseurs de plein de choses, et il y a un état d'esprit qui est vraiment différent. Donc et donc là, tu es en train de bosser donc sur ton projet. Tu es en train de te dire tiens, il y a du yoga, il y a du bien-être, il y a du tissu. À quel moment tu te dis yes, je l'ai, j'ai mon projet et ça y est, il ressemble à quelque chose. Et combien de temps ça t'a pris, et est-ce que c'était le Géopélie en fait d'aujourd'hui? Alors, ce coup de fil avec ma pote californienne là, il a eu lieu, je pense, en novembre 2019, et j'étais en train de mettre en place en fait la garde pour mon fils. Tout était prêt. Le jour où je l'ai mis, en fait, après il y a eu le Covid. Donc, ça a un petit peu tout chamboulé. J'essayais de travailler pendant sa sieste, donc en fait pendant longtemps j'ai fait mon étude de marché. Je voulais un petit peu voir ce qui se passait sur le marché, comment est-ce que j'allais moi m'insérer sur le marché, où est-ce qu'il y avait s'il y avait une place, si c'était judicieux de faire ça. Et puis je dirais le mois de juin 2020, c'est là où j'avais mon nom de marque, j'avais un concept. Ça a pris, je pense, à peu près 6 mois à se mettre en place dans ma tête. À la base, j'avais pensé lancer avec un autre produit. Je voulais commencer par un tapis de yoga.
J'avais une idée un petit peu particulière, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Je voulais en fait lancer sur Ulule en octobre 2020. Et du coup, j'ai switché. En fait, je me suis plus concentrée sur les vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ma recherche qu'il y avait certes des marques qui proposaient des vêtements éco-responsables, c'est-à-dire avec des matériaux, des fils recyclés. Mais il y avait personne qui avait poussé le curseur vraiment au maximum avec une production locale. Moi, je fais du Made in France. Ça rajoute quand même une énorme contrainte. Aujourd'hui, le secteur textile en France a quand même un petit peu décimé dans le sens où il a souffert beaucoup pendant les années 90. Il est en train de se reconstruire. Donc, tout ce qui est filature, teinture, tissage, tout ça, ça existe encore. Mais disons que la partie confection, c'est compliqué. Il y a des petits ateliers par-ci par-là qui sont plus ou moins capables d'absorber les quantités et les volumes qu'on leur donne avec des prix plus ou moins faramineux. C'est très compliqué. J'en étais plus ou moins consciente avant de commencer. Je me rends compte d'autant plus maintenant que j'ai vraiment les deux mains dans le cambouis. Mais pour moi, ça avait pas de sens de faire ailleurs en tout cas. Donc ces deux critères-là de dire ok, je fais des vêtements à la fois recyclés et fabriqués en France, c'est dans l'ADN de la marque depuis le début en fait. Et alors question très stratégique et entrepreneuriale, comment en faisant donc tout en made in France, est-ce que tu arrives quand même, enfin je connais la réponse mais du coup je pense que ça intéresse pas mal de monde, comment tu arrives à être compétitive sur un marché quand même textile ultra concurrencé. Comment justement en faisant du Made in France, tu arrives quand même à être compétitif par rapport à toutes ces marques qui font des énormes marges, mais par contre qui font tout fabriqué à l'étranger. Alors juste pour j'aime bien en fait être super précise parce que j'ai horreur du greenwashing. Donc je fais tout faire en France, mais il y a quand même deux choses qui ne peuvent pas encore être faites en France. C'est le fil. Donc moi j'achète, en fait mes fournisseurs achètent leurs fils en Allemagne, Espagne et Italie tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de filature en France et encore moins de filature de fils recyclés. Ouais, l'Allemagne je crois est assez. Je m'étais posé la question à un moment donné. Je crois que, j'avais trouvé plein effectivement tous les fils venaient d'Allemagne quand je m'étais posé la question. Donc les fils viennent d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Et puis il y a les coques en mousse que j'utilise pour les brassières. Elles sont en matériaux recyclés. Par contre, elles viennent de Tunisie. C'est une entreprise française en fait qui a des ateliers de fabrication là-bas. Mais aujourd'hui, je suis pas capable de faire un produit 100% français. Tout simplement parce que je peux pas me fournir en France. Après, je pense que c'est déjà parce que la part que je fais en France est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc en fait, l'idée c'est de dire que voilà, si jamais un jour les choses changent et que voilà, on peut acheter fil en France, on peut acheter des coques en France. Il y a pas de souci, je le ferai. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas possible. Par contre, tout le reste est fait en France. C'est-à-dire que les fils sont tricotés en France, les tissus sont ensuite teints en France et ensuite sont confectionnés en France. Donc, on fait quand même un énorme bout de la fabrication sur le territoire français. Après, par rapport au prix, moi, j'ai une structure de prix qui est complètement différente, si tu veux, de vêtements similaires qui viendrait, si tu veux, d'Asie ou voilà, d'autres pays. En choisissant un modèle de distribution purement digital, j'évite un petit peu la partie de distribution, en fait, la distribution en magasin, la distribution qui prend quand même une énorme part de la marge. Après, c'est pas exclu que je le fasse à l'avenir selon voilà comment évoluent les choses. Donc ça, c'est ce qui me permet de rester compétitive. Et puis, tout simplement, en ayant des marges plus faibles que les traditionnelles marques de fast fashion. Après, je suis toute seule pour l'instant dans l'équipe Géopélie, donc il y a peut-être moins aussi la pression de dire il faut sortir des salaires pour une équipe. J'essaye d'avoir un modèle de fonctionnement très lean, si tu veux. Je fais hyper gaffe à tout ce qui est dépenses. Tout est vraiment en mode bootstrap pour essayer d'optimiser au maximum. Toutes les dépenses que je peux faire à la dernière minute, je le fais. Je fonctionne sur le système de la précommande. Donc ça, d'un point de vue purement comptable, c'est ce qui permet en fait d'avoir une avance en trésorerie. Donc moi, il se trouve que je peux pas tout acheter au dernier moment parce que le contexte actuel fait qu'il y a des délais assez longs sur. Des délais. C'est complètement fou en fait. Donc pour ce qui est Depuis 2 ans, t'as vu cette différence? Ouais. Au début, quand j'ai commencé, les gens me disaient oui, on vous livre dans 1 ou 2 mois. Enfin, c'était tout à fait correct.
Là, en gros, pour mes tissus, je suis obligée de commander 4 à 6 mois, si c'est pas plus à l'avance. Donc, est-ce que tu as vu une différence entre la période Covid et aujourd'hui, peut-être avec, peut-être pas avec la guerre, mais est-ce que il y a une différence entre ces deux périodes ou c'est vraiment, on va dire, tout a commencé depuis 2 ans? Je pense que c'est plus cette année encore que ça s'est intensifié parce qu'il y a une pénurie des matières premières. Ouais. Tout le monde, si tu veux, la reprise économique fait que aussi, tout le monde commence à racheter tout ça. Et des marques comme moi qui démarrent n'ont pas forcément la priorité non plus sur ces choses-là. Bien sûr. Mais voilà, par exemple, le tissu que j'utilise pour le legging et la brassière, il faut que je dise 6 mois à l'avance, je veux tant et tant de métrage pour pouvoir faire ma prod. Donc, quand tu es une jeune marque, tu sais pas exactement combien tu vas vendre. C'est un petit peu compliqué de prévoir. Mais si je le fais pas, j'ai des délais en fait de livraison qui seraient absolument faramineux. Enfin, ce serait juste pas possible pour les clients. Donc, j'achète quand même mon tissu à l'avance. Du coup, je bride un petit peu les volumes à la production. Ce que je fais au dernier moment, c'est la confection. En fait, je confectionne les tailles, tout ça, ce qui a été commandé. Et quand bien même les ateliers de confection en ce moment sont complètement débordés en France en tout cas. Et pour certains, pareil, il faut réserver un créneau, dire voilà, de telle date à telle date, je viendrai vers vous, je ferai produire tant et tant de t-shirts, leggings et brassières. C'est fou. Ouais. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui t'es autant dans la stratégie et à la tête de ton entreprise? Est-ce que tu couds également aussi et tu confectionnes les vêtements parce que trop de délais avec les petits ateliers? Est-ce que tu fais aussi cette partie opérationnelle? Alors, j'adorerais, mais non. Ouais, j'allais dire. J'ai pas les compétences. Non, là, il faudrait que j'arrête de dormir, ce qui serait pas possible. J'aime beaucoup dormir quand même. J'en ai besoin. Surtout qu'en plus. Non, t'arrives quand même à déléguer cette partie. Oui, je fais fabriquer dans des ateliers. Je serais pas capable de le faire tout simplement parce que déjà il faut un savoir-faire très particulier. Les tissus que j'utilise, en fait, ça s'appelle de la maille jersey. La maille jersey, c'est en fait un tissu qui est très souple. C'est le tissu qu'on utilise pour faire des t-shirts. Et voilà, c'est un peu technique, mais juste pour expliquer, il y a 2 types de tissus. Donc il y a le chêne et trame. Donc ça, c'est le tissu qu'on utilise par exemple pour faire de la chemise. Donc qui est plus rigide, qui est plus voilà. Et donc la maille, c'est souple et en fait on n'utilise pas les mêmes machines à coudre pour coudre l'un et l'autre. Donc déjà il faut avoir l'équipement qui va bien, le savoir-faire, ça se travaille pas du tout pareil. Souvent les couturières elles sont formées à l'un ou l'autre, elles sont spécialistes du chêne et trame ou de la maille. Moi je serais pas du tout capable de faire ça quoi. Donc je travaille avec des ateliers de confection. Moi ce que je fais en fait j'aime bien me comparer un peu à un chef d'orchestre. Je suis le chef d'orchestre de mon entreprise. Je fais le marketing, la communication, la stratégie, les finances, la compta. Par contre, il y a plein de choses que je délègue. Typiquement, le développement des produits, je travaille avec ce qu'on appelle un bureau de développement. Donc le bureau de développement, c'est celui qui va me faire mon prototype. Donc je vais venir voir la personne, je vais lui dire je voudrais faire un t-shirt, je voudrais que ça ressemble à peu près à ça. Je lui montre des photos, je lui montre éventuellement des t-shirts que j'ai dans mon armoire pour lui dire j'aimerais un col comme ci, j'aimerais que ce soit fité plutôt comme ça. Et selon donc mon cahier, c'est ce bureau. Voilà, donc selon ce cahier des charges que j'ai donné au bureau de développement, ils vont me sortir un prototype avec le tissu que je souhaite. Moi, je le valide. Et ensuite, derrière, ils me fournissent un dossier dans lequel il va y avoir le patronage, la gradation. Donc, la gradation, c'est en fait le patron, il change selon qu'on fait une taille XS ou une taille XL. Donc, à chaque fois, le patron change un petit peu sur toutes les tailles. Et moi, je vais aller voir mon confectionneur. Je vais lui dire, voilà, je voudrais produire tant et tant de t-shirts. Je te donne les matières premières. Le patron. Et puis tout le dossier technique, en fait. Donc ça, moi, je fais pas du tout le patronage, enfin le prototypage, je le fais faire à l'extérieur, la confection et puis aussi tout l'approvisionnement, quoi, la mercerie, les tissus, tout ça, je travaille avec des prestataires, enfin des fournisseurs. Et alors, en faisant mes petites recherches, j'ai aussi découvert que donc le nom de ton entreprise, Géopélie, c'était le nom d'une espèce d'oiseau qui ressemble à une toute petite tourterelle. Ça a un lien? Alors, est-ce que alors je connais la réponse, mais fais semblant de pas savoir. Ouais. Alors, Géopélie, c'est en fait le nom d'une petite colombe. Et c'est un clin d'œil à la fois au monde du yoga où il y a plein de postures de yoga en fait qui portent le nom d'oiseau. Donc pour celles qui pratiquent le yoga, vous penserez au corbeau, voilà,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À chaque fois que je dois faire la liste, j'oublie, mais il y en a plein. Ensuite, c'est aussi le petit clin d'œil aussi, la référence à la paix. La colombe, c'est l'oiseau de la paix, et en fait, finalement, quand on pratique le yoga, c'est un petit peu ce qu'on recherche, la paix intérieure, et la notion aussi de respect de soi et des autres. Quand on consomme plus responsable, on met l'accent aussi sur le respect de la planète, tout simplement. Donc j'aime bien que ce mot-là soit un petit peu la fusion de plusieurs idées comme ça. J'en ai passé des jours et des jours à chercher un nom de marque. Je me rappelle au début ça me stressait. Je me suis dit faut que je trouve un truc vraiment qui soit distinctif et qui ait un sens aussi. Qui ait du sens. Voilà. Donc j'ai passé pas mal d'heures à éplucher des listes de noms sur Wikipédia, et un jour ça a fait tilt et je me suis dit mais c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Ça avait du sens. Qu'est-ce que Géopélite t'apporte à toi aujourd'hui? J'ai l'impression que mon travail n'a jamais eu autant de sens que ce que je fais maintenant, parce que il y a cette dimension d'éco-responsabilité, et puis comme une espèce de mission, si tu veux, que j'avais pas forcément avant. Avant, j'étais dans des entreprises qui vendaient des biens de consommation courante. Je me rappelle même pas m'être posé la question de savoir si le packaging était biodégradable, ou je me posais zéro question, à vrai dire. Et puis ce voyage au Canada qui m'a ouvert les yeux par rapport à plein de choses concernant l'état des choses actuellement, le réchauffement climatique, la pollution, tout ça. Je me suis dit, je ne peux pas retourner dans un environnement professionnel qui ne tient pas compte de ces choses. C'est juste pas possible, en fait. Du coup, ça m'apporte cette satisfaction-là de me dire que je fais quelque chose de bien pour la planète, que je propose un produit qui est vraiment pensé et réfléchi au maximum, en tout cas en l'état actuel des choses. Je pense que c'est le produit qui est abouti, si tu veux, ça a été réfléchi. Pour l'instant, je peux pas faire mieux que ce que je propose. Bien sûr que ça évoluera avec le temps, si, comme je disais tout à l'heure, si on trouve des fils français, si on trouve des coques faites en France, bref. Mais ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Tous les jours, ça me challenge comme jamais. Sortir de ma zone de confort, d'apprendre des nouvelles choses. Ça m'apporte aussi du stress, hein. Je vais être très transparente avec ça aussi. C'est quand même stressant, la vie d'entrepreneur, dans le sens où on fait quelque chose par passion, et il y a pas de doute là-dessus. Par contre, il y a la dimension de l'inconnu. On sait pas trop de quoi demain sera fait, si ça va décoller, quand est-ce que ça va décoller. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Après, je trouve que le fait d'être maman, bizarrement, ça m'aide à gérer ce stress-là. J'aurais pensé le contraire, tu vois, avant de devenir maman, c'est bizarre. Je me serais dit, oh là là, c'est impossible d'entreprendre en étant parent. Il y a pas de temps, il y a pas d'espace pour ça. Et en fait, ça m'aide à compartimenter ma journée de manière beaucoup plus claire. Si tu veux, la journée, quand mon fils est chez sa nounou, je travaille. Par contre, quand il rentre, c'est pour lui. Et passer du temps avec lui, passer du temps en famille, si tu veux, ça me fait oublier le reste, en fait. C'est très compartimenté, en fait. Ça m'aide à gérer ça. Je te rejoins complètement avec Gaëlle. On a vraiment ce fonctionnement où en fait, l'un de nous deux dépose Robin le matin. Du coup, c'est l'autre qui va le chercher le soir. Et quand on récupère et quand Robin arrive à la maison, on a un petit bébé qui se couche quand même relativement tôt, mais en fait, qui est juste 1h30 ou 2 heures avant son coucher, on fait des choses avec lui. Et en fait, les ordi sont fermés. Les téléphones, en fait, on ne répond pas au téléphone. Il n'y a pas de rendez-vous. Sauf s'il y a un rendez-vous, c'est vraiment calé. Mais en tout cas, il y a toujours l'un de nous deux qui est pleinement avec Robin. Et seulement, éventuellement, après son coucher, s'il y a vraiment un truc à retravailler, etc., c'est là qu'on rouvre les... Mais en fait, on s'est vraiment aperçu que c'était ce temps de famille. Moi, j'ai eu de la chance de passer et d'avoir des parents qui consacraient et qui considéraient que le temps à trois, qui considéraient que ce temps de famille, c'était presque le moment le plus important de la journée. Et en fait, le fait que
chacun raconte un petit peu sa journée. En fait, quand il y a un truc qui allait pas, en fait, on le voyait tout de suite. Du coup, c'était surtout l'enfant qu'on faisait parler, en l'occurrence moi, mais mes parents le voyaient tout de suite quand je parlais pas. Et du coup, c'était grâce à ce temps qu'en fait, on débloquait des situations, que mes parents disaient « Ok, si t'es dans cette situation, est-ce que tu penses que… » Et en fait, j'allais me coucher souvent soit très légère, en tout cas un peu plus, soit j'avais pas ouvert la bouche et du coup, je m'endormais avec mes… Mais tu vois, et je me suis dit… Ça, j'ai cette chance de l'avoir vécu et je veux vraiment le reproduire avec mon fils. Et tu vois, c'est vraiment mon fils. Moi, j'ai un projet, un gros projet de cœur. Un jour, j'espère planter un beau verger, parce que j'ai un petit garçon qui est passionné par les confitures. Ouais, c'est marrant. Et qui à la crèche, il est… ça nous fait sourire parce que c'est lui qui installe la dinette. Et une fois qu'il a installé la dinette, il veut nourrir tout le monde. D'accord. Et tu vois, et le matin, il y a son vrai rituel, etc. Et en fait, Robin, en fait, on blague pas avec la bouffe. Hein. Il y a pas tu lui piques pas sa cuillère, tu lui piques pas son bol. Sinon, mais limite, il a sa fourchette, il est. Et ce temps, tu vois, où je lui raconte tout, quand je lui donne son petit bol, je lui explique toujours. Je lui dis, tiens, regarde, aujourd'hui, maman, alors parfois je feinte parce qu'en fait, il y a des mots qu'il connaît. Et comme il commence à reconnaître les couleurs, dès qu'il voit un truc vert, il se dit, oh là là, ça a l'air dégoûtant ton truc. Et en fait, il aime bien. Donc, je feinte, parfois je dis pas tout. Mais je lui explique toujours ce qu'il y a dans sa petite assiette. Et ce temps d'échange, je m'aperçois que c'est ce qui fait aussi que, tu vois, on parlait de nos petits garçons tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi ce temps de famille et ce temps qu'on leur consacre qui fait que ce sont des petits garçons hyper curieux. Et en fait, tu vois, tu me disais, mais il a pas envie de dormir parce que c'est une perte de temps. Robin, lui, il a bien compris, comme il dort pas beaucoup dans la journée, il a bien compris que s'il voulait faire tous ces trucs dans la journée, il faut quand même qu'il dorme la nuit. Mais c'est tout, tu sais, c'est cette soif de vouloir découvrir, toucher, et en fait, je trouve que même entrepreneurialement parlant, en fait, les enfants sont vraiment des miroirs. Il y a vraiment, en fait, quand mon fils me renvoie quelque chose et que je suis impatiente ou que je hausse le ton, je me suis dit, ok, ça vient me faire travailler quoi chez moi. Et même entrepreneurialement parlant, quand je fais un truc et que je me dis, oh là là, puis il y a la crèche qui m'appelle. Et je me dis, ok, c'est pas grave, c'est que c'était pas le jour où je devais bosser sur ça. Et c'est vrai que voilà, le fait d'avoir aussi des enfants dans un quotidien d'entrepreneur, c'est un vrai challenge et je trouve que ça nous amène encore plus à une remise en question et à une, à peut-être plus d'efficacité et aller vraiment straight to the point. Voilà, tu sais où tu dois aller, tu sais un petit peu aussi pourquoi tu le fais. Et du coup, c'est chouette d'échanger aussi avec une maman entrepreneur parce que voilà, le quotidien, il est, c'est la réalité. Il faut aussi s'occuper des enfants. Est-ce que tu considères que le fait de connaître vraiment tes racines, d'être consciente vraiment de cet environnement dans lequel tu as grandi, est-ce que voilà, tu connais aussi un petit peu par exemple l'histoire de tes grands-parents, est-ce que tout ça, en tout cas la connaissance de ta propre histoire, pourrait expliquer, en tout cas pourrait expliquer une partie de ton activité aujourd'hui et est-ce que toute ton histoire en fait aujourd'hui dans tout ce que tu fais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ton activité, je le reformule de l'autre sens, est-ce que ton activité peut être aussi liée au fait que tu connaisses bien ton histoire personnelle? C'est une bonne question. Tu sais, quand je regarde en arrière, quand on regarde en arrière, je trouve qu'on trouve toujours que les choses se sont enchaînées presque à la perfection en fait. C'est-à-dire une chose naturellement amène la suite. Et pourtant, je me rappelle que pendant de très longues années, je me suis toujours juré que je ne voulais jamais entreprendre. Alors pourquoi? Si tu veux, mes parents, ils travaillaient chez eux, donc à la maison, ils avaient leur bureau. On a toujours eu le bureau de mes parents à la maison, donc il y avait quand même un semblant de frontière entre le privé et la partie bureau. Mais j'ai peut-être été un peu trop près de leurs problèmes. Si tu veux, je pense que mes parents avaient la difficulté de pas forcément bien séparer les choses. Et souvent, les discussions à table étaient liées à leurs problèmes de travail.
moi, je suis une personne assez sensible et du coup, je pense que j'absorbais ça de manière un petit peu trop intense. et je me disais, mais j'ai pas envie de vivre ça. En fait, c'est trop. Est-ce que je suis capable d'absorber toutes ces sources de stress? Enfin, quand on est enfant, on se rend pas compte. On n'absorbe pas les informations de la même manière. Donc pendant longtemps, je me suis dit non, mais jamais, c'est pas pour moi. C'est mort. Et en fait. En faisant ce voyage-là, comme je te racontais tout à l'heure, j'ai lâché beaucoup de choses. Je me suis débarrassée de beaucoup de choses, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisses finalement qui me retenaient un petit peu comme un boulet à la patte, qu'aujourd'hui je pense que je n'ai plus. J'ai un petit peu sauté dans cette aventure grâce au voyage à Vancouver. Clairement, c'est ça. Et ce qui est très très chouette aujourd'hui, c'est que mes parents finalement m'aident d'une certaine manière dans cette aventure-là. Donc mon père, lui, en fait, s'occupait de mettre en place des nouveaux produits, donc des nouveaux tissus. On se rend pas compte, mais les tissus, il y en a des centaines et des centaines de différents, avec des spécificités techniques, plus ou moins complexes. Donc lui, il a un réseau assez important dont il peut me faire profiter, et quand j'ai des questions techniques, j'ai son numéro de téléphone, je peux appeler, et je pense qu'il a un réel plaisir aussi à échanger sur ce sujet avec moi. Et puis ma mère, elle avait plus la casquette, si tu veux, administrative, comptabilité, gestion. Donc, par exemple, là, je suis en train de préparer mon premier bilan comptable. Donc, je suis bien contente d'avoir son numéro de téléphone aussi. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai renoué, si tu veux, avec mes parents de manière vraiment plus profonde, j'ai envie de dire, grâce à cette aventure entrepreneuriale. Je les ai redécouverts. Je me rends compte en fait que ils ont vraiment eu un parcours super en fait. J'avais pas cette admiration là avant. J'avais une image un petit peu ternie, j'ai envie de dire, à cause de tous ces peut-être problèmes qu'ils avaient vécu et peut-être un peu trop partagés avec moi. Aujourd'hui, c'est un petit peu une nouvelle page qui se tourne et je les redécouvre vraiment sous un autre angle et c'est chouette en fait de pouvoir redécouvrir ses parents comme ça. Ouais, c'est. Est-ce que tu te. Alors, attends, j'ai deux questions. Est-ce que tu te souviens enfant de quoi tu rêvais ou ce à quoi tu rêvais? Est-ce qu'il y avait un rêve qui revenait régulièrement ou plusieurs? Est-ce que tu te souviens de ça quand tu étais enfant? Je sais pas si c'était un rêve. Par contre, le tissu était dans quasiment tous mes jeux en fait. Quand j'y repense, j'ai redécouvert une valise dans le grenier de mon père qui garde tout en fait. Et en fait, je faisais les garde-robes de mes poupées. Donc je suis retombée sur tous les vêtements que j'avais fabriqués et en fait j'ai dit c'est moi qui ai fait ça, mais c'est incroyable. Donc voilà, j'avais même un jour fabriqué un magasin de vêtements dans une des pièces de la maison, que ça avait un peu rendu mes parents fous parce que j'avais scotché des étagères au mur. En carton. Bref. Génial. Donc voilà, on jouait à ça avec ma sœur. On faisait des tentes dans le jardin. On avait cousu une tente. Enfin, c'est vrai que c'était quand même assez omniprésent. Et puis, tout ce qui était lié aussi aux fournitures de bureau. Donc, on récupérait les cartons. On faisait des tunnels en carton. On récupérait les tubes. Tu sais, les tubes en carton qui sont pour faire les rouleaux de tissu. Ça a été aussi les supports pour faire des jeux. J'avais pas de rêve particulier, mais voilà, cet aspect la matière, ouais, voilà, c'était, si tu veux, le bureau de mes parents était une source infinie de matière pour le jeu en fait. Génial. Est-ce que tu te souviens, donc en plus est-ce que tout ton temps libre, tu le passais vraiment à confectionner des jeux à coudre, ou est-ce qu'il y avait une autre activité en fait je sais pas, te promener dans les bois, je sais pas. Est-ce qu'il y avait une autre activité que tu pratiquais pendant ton temps libre quand tu étais enfant? Alors ou est-ce que c'était vraiment lié ça? C'était très axé sur la créativité, d'autant plus que mes parents en fait nous ont élevés sans télé. Donc j'ai grandi sans télévision, donc en fait quand tu grandis sans télé, t'es un petit peu obligé de savoir t'occuper tout seul. Donc il y avait cet aspect créativité. Je cuisinais aussi, je faisais de la cuisine. Qu'est-ce que je faisais d'autre?
quand il faisait beau, on allait se promener. En fait, on habitait juste à côté du canal qui rejoint le Rhône et le Rhin. Donc, il y a une piste cyclable qui est juste à côté. Donc, en fait, quand on poussait la porte du jardin, ça donnait directement sur la piste cyclable. Donc, c'était chouette pour aller faire du vélo, faire du roller. Mais clairement, j'étais pas une enfant extrêmement sportive. Hein, on va pas se mentir non plus. C'était beaucoup plus créativité, jeu de rôle, voilà, lecture aussi beaucoup. J'adore lire. Est-ce que, en plus de ton voyage à Vancouver, est-ce qu'il y a eu soit un autre voyage ou une rencontre qui a contribué et qui a participé aussi à cette prise de conscience et à ce projet d'entreprise? Alors, on a rencontré des super personnes au Canada avec lesquelles on est toujours amis d'ailleurs. Dont un couple qu'on a revu d'ailleurs récemment parce ils ont pu enfin rentrer en France là au mois de juin. Donc un couple français. Un couple français. En fait c'est un Français qui s'est expatrié à Toronto il y a 10 ans je crois maintenant et qui s'est marié avec une Canadienne et ça a vraiment bien cliqué entre nous. Et en fait eux étaient déjà dans cette réflexion de vivre de manière plus éco-responsable. Ils adoraient, en fait, ils ont déménagé de Toronto à Vancouver et on a déménagé à Vancouver en même temps. Eux venaient de Toronto, nous de France. Et en fait, en faisant ce déménagement-là, eux, ils se sont débarrassés de quasiment la totalité de leur affaire. En fait, ils se sont débarrassés en disant maintenant on veut vivre vraiment de manière beaucoup plus minimaliste. Donc, des garde-robes très peu fournis, si tu veux, très très minimaliste. L'envie aussi de vivre dans une tiny house, tu vois. Vraiment de se concentrer sur l'essentiel. Elle était végane. Et ça m'a aussi pas mal influencée. Donc quand on est arrivé à Vancouver, je suis devenue végétarienne. Donc ça, voilà, j'ai commencé à acheter d'occasion aussi, chose que je ne faisais jamais avant. J'avais une énorme appréhension des vêtements d'occasion. J'avais une vision, tu sais, très marché aux puces, odeur un peu rance, un cliché vraiment bête en fait si tu veux. Et c'est sale, c'est pas sale, hygiénique. Voilà. Ouais. À Vancouver, il y a plein de magasins d'endroits où on peut chiner, on peut trouver des trucs d'occasion. Surtout que la vie est quand même très chère à Vancouver, je tiens à le préciser. Donc les gens sont peut-être plus amenés à consommer différemment naturellement. Moi, je me suis mis à acheter d'occasion, à acheter beaucoup moins déjà, à vivre avec moins, à manger végétarien. Donc ça, c'est clair que eux, ils ont pas mal influencé par rapport à ça. Même mon mari qui vient d'une famille où on mange quand même pas mal de viande. Aujourd'hui, il en mange quasiment plus. Je suis complètement bluffée. Il a drastiquement réduit sa consommation. Ouais. Et c'est marrant parce que ça m'a fait le même effet quand je suis rentrée de ce voyage. J'ai très peu mangé de viande pendant mon voyage, sauf en Argentine, parce que je crois que j'étais tellement fascinée par l'odeur et puis la façon de cuire que je me suis dit c'est quand même dommage de pas goûter. Mais quand je suis rentrée pendant 6 mois, quasiment pendant 1 an, végétarienne, même pendant mon voyage, donc ça faisait quasiment 1 an et demi. Et là, je crois qu'on doit manger viande blanche, alors peut-être aussi un petit peu plus pour Robin. Viande blanche, on doit manger 1 fois tous les 10 jours, même pas 15 jours. Et en fait, personne n'en manque. Et viande rouge, en fait, on n'en mange quasiment plus. Ma mère me fait souvent une petite blague, elle me dit « Mais tu sais, le veau, c'est bon ?» Et je lui dis « On ne touche pas au bébé !» Et pareil. Et en fait, j'arrive plus. Non, moi non plus. C'est pas possible. Pourtant, voilà, j'ai mangé ça quand j'en ai déjà mangé quand j'étais petite. Hein. Ma maman est vraiment cuisinière et elle, c'est vraiment, tu sais, la cuisine presque de nos grands-mères. Donc, dans les cocottes, c'est à mijoter, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est souvent fait à base de légumes mijotés avec un petit bouillon et puis surtout de la très bonne viande. Mes parents n'en mangent pas beaucoup, mais c'est souvent ça fait 20 ans qu'ils l'achètent au même endroit, élevage en plein air, etc. Et pour te dire, c'est le seul endroit, donc en fait, on ne récupère de la viande que quand je vais voir mes parents, que je retourne
en Auvergne avec un sac avec un peu de viande, et en fait j'ai trop honte parce que la viande ne vient quasiment que de Normandie. Donc voilà, on revient toujours avec des petites mais sinon et c'est vrai que le voyage m'a fait prendre conscience de ça. J'avais plus envie, puis je crois que je me suis tellement reconnectée aux animaux que je me suis dit, en fait, je vous kiffe tellement, j'ai juste pas du tout envie de vous manger. Alors, non pas que je ne kiffe pas les poules, parce que c'est la seule viande blanche qu'on mange vraiment à la maison, mais je me dis, ça reste... ça peut être contradictoire pour certaines personnes, mais voilà, la petite poule, quand je sais d'où elle vient, elle pollue beaucoup moins. Si c'est une consommation extrêmement réduite, etc. Enfin, je suis OK avec ça. Par contre, moi, manger une vache, tu vois, j'arrive plus. Donc, le bœuf et les lapins, j'aime trop ça. Et c'est vrai que le voyage m'a clairement fait arrêter de manger de la viande. Et je voulais te reposer. Oui, donc on parlait de ce couple. Est-ce que ce couple a joué aussi, toi, on entend bien dans ta vie et dans ton quotidien, d'ailleurs du tien et de ton mari, notamment au niveau de la consommation de viande. Est-ce qu'ils ont joué aussi un autre rôle dans ton projet, ou est-ce que cette prise de conscience finalement est venue aussi nourrir ton projet? Est-ce que... Oui, clairement, en fait, pendant tout notre séjour au Canada, ça a été un petit peu une remise en cause de la manière dont on avait toujours vécu, si tu veux. Mais peut-être de manière indirecte, ils ont joué un certain rôle parce qu'ils étaient tous les deux entrepreneurs, en fait. Ah oui. Donc lui, il est producteur, en fait, de films. Très très courageux, un Français qui s'installe en Colombie-Britannique à Vancouver et qui est producteur. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il venait de se mettre à son compte, il venait de démarrer son activité. Donc nous on a pu, si tu veux, être dans les confidences de sa vie d'entrepreneur, des difficultés qu'il rencontrait, que c'était compliqué, on le voyait travailler comme un fou, et puis on l'a vu aussi au fil des années, on l'a vu réussir, décrocher des super projets, faire des super trucs. Sa femme, elle est aussi toujours influenceuse, présentatrice, elle a plusieurs casquettes. En fait, c'est des gens qui ont pas peur de switcher, qui sont un petit peu tout, en fait, qui sont pas dans une case, en fait, qui ont une vie extrêmement flexible, qui travaillent le week-end, par contre, qui peuvent prendre un peu de temps libre la semaine. Enfin, les frontières, si tu veux, sont assez floues. C'est pas une vie qui est rangée. Tu sais, tu travailles du lundi au vendredi soir, et puis le week-end, tu vas faire tes courses, et ensuite ceci, cela. Non. Et moi, ça m'avait beaucoup fascinée parce que je connaissais personne, je pense, avant eux, qui avait un mode de vie comme ça, en fait. Libre, en fait. C'est ça, en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, d'une certaine manière, j'exagère, parce que quand tu travailles, t'es jamais... Ils organisaient leur temps, leur vie. Voilà, c'est-à-dire que ils bossaient, et puis si jamais il faisait beau de 14h à 16h, et qu'ils avaient envie d'aller faire du surf, et ils prenaient leur planche et ils allaient à la plage, et c'était parti, quoi. Tandis que quand t'es employé, que t'as les horaires du bureau, ça te paraît complètement dingue de faire ça. Et surtout d'avoir plusieurs métiers, d'avoir plusieurs casquettes, ça c'était aussi quelque chose qui me fascinait parce que jusqu'à présent, moi j'avais toujours eu un poste, très rangé, très classique, et puis eux en fait pas du tout. Lui, quand par exemple il avait des périodes de creux, il avait besoin de cash. Il était certes producteur, mais je me rappelle qu'il était allé travailler pendant 2 mois au service client de l'équivalent de Decathlon au Canada. Pas tu sais, pas de fierté mal placée, c'est-à-dire que je suis producteur, mais j'ai besoin de cash, là tant pis, je vais faire un boulot un peu alimentaire pour assurer payer les salles, payer le loyer, payer la bouffe. C'était très inspirant en fait de voir ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes qui sont qui ont passé toujours des super moments. Donc indirectement j'ai certainement été influencé. Tu t'es nourri de leur rencontre, oui, certainement. en fait. Je pense qu'ils ont joué une part dans cette aventure. J'ai aussi découvert que tu avais fait une super collab et un super partenariat avec Clémentine Herpicum. Ouais. Et en fait, j'ai déjà un de ses bouquins à la maison qu'on m'avait conseillé dans une petite librairie hyper
éthique, bio, végé, vegan, etc. Et quand j'ai vu ce livre, je dis bon. Puis elle me dit oui, vous faites un peu de yoga. Je dis oui, mais là depuis la grossesse, je suis un peu lâchée. Et elle m'avait dit tiens, prenez ça pour vous reconnecter. Et donc j'ai testé. C'était le livre avec ses plusieurs recettes au fil de la journée là, et j'ai découvert des sensations. Elle proposait quelque chose à base de curcuma à boire le soir. Et en fait, je sais pas si c'est du tout complètement psychologique ou pas, mais le soir, quand j'ai bu ce petit lait d'or, j'ai tellement bien dormi. Je me suis réveillée le matin, je fais ah merci Clémentine. Et en fait, ça m'a fait, j'ai adoré. C'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. Donc j'ai vu que t'avais fait vous avez un chouette partenariat, ou en tout cas une belle collab toutes les deux. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce livre? Oui, bien sûr. En fait, je l'ai contacté. Quand est-ce que c'était? C'était il y a 1 an à peu près. Et l'idée, c'était de créer du contenu de qualité pour mes futures clientes. Donc en fait, quand on s'inscrit à la newsletter Géopédie, qui est envoyée à peu près toutes les 2 semaines, on reçoit ce e-book gratuitement. Et l'idée, c'était de proposer une pratique du yoga alignée sur les saisons. Donc en fait, elle a créé pour chaque saison un petit rituel. Donc il y a la séance de yoga adaptée à l'énergie de la saison en question. Il y a une recette et il y a quelques pratiques bien-être qu'on peut faire en même temps. Parce que finalement, on est quand même très lié à la nature, au cycle des saisons. C'est-à-dire que les choses qui te font plaisir en été sont totalement différentes de celles que tu pratiques en hiver, par exemple. L'énergie n'est pas la même. Et du coup, quand tu pratiques le yoga, quand tu t'alignes aussi sur l'énergie de la saison, ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique. Donc, elle a aussi inclus des conseils ayurvédiques sur l'alimentation, sur le bien-être. Moi, c'est moi qui ai un petit peu illustré le e-book. Et puis, quand on s'inscrit à la newsletter Géopédie, on reçoit ce e-book gratuitement. Écoute, ça tombe bien. Je crois que ton site est ouvert sur mon ordinateur et j'attendais notre. Non pas que j'avais pas confiance, mais je me suis dit, je faut absolument que je m'inscrive à sa newsletter. Ouais. Donc tu vois, je vais m'inscrire tout à l'heure. Ouais. On arrive tout doucement à la fin de cette discussion. Est-ce que, en tout cas, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui écoutent cette chronique, sont souvent en questionnement sur comment est-ce que je peux mettre plus de sens dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire et j'aime pas dire qu'est-ce que je dois faire, parce que on n'est pas là pour leur dire ce que les autres doivent faire, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour que cette vie ait plus de sens, soit plus en fait alignée avec ma personne et mon histoire. Est-ce que tu aurais encore une fois, j'aime pas donner des conseils. Donc, est-ce que tu aurais des pistes, en fait, là, qui te viennent à l'esprit et qui pourraient peut-être soit guider ou éclairer peut-être un petit peu plus ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je parlais d'une expérience personnelle. La manière ma relation avec les vêtements. Comme tu dis, je suis pas du tout là pour donner des conseils et dire aux gens comment ils doivent faire. D'autant plus que j'ai pas forcément toujours été une consommatrice exemplaire et que ça a été une prise de conscience assez récente. Donc, avec cette expérience du textile, tout ça, moi j'ai toujours adoré les vêtements. C'est mon point faible et parfois à l'extrême, c'est-à-dire que c'était presque obsédant de toujours penser au prochain achat. Si tu veux, quand j'arrive pas à dormir, moi dans ma tête, je m'invente des tenues, tu vois, j'invente des vêtements. Et quand j'ai créé Géopélie, je me suis dit mais je peux pas créer une marque éco-responsable d'un côté et puis continuer à consommer n'importe quoi de l'autre. C'est complètement aberrant en fait. Contradictoire. Contradictoire et en fait, ça s'est fait progressivement. Et je dirais là, on a déménagé récemment, on a acheté notre première maison. Donc là, je pense que je peux plus retourner en arrière, c'est plus possible. Je me suis rendu compte à quel point l'industrie textile a un impact négatif sur l'environnement. C'est 10% des émissions de CO2. Il y a extrêmement de gaspillage. Il y a aussi un manque d'éthique. Je veux dire, quand un vêtement est fait par des personnes qui travaillent 70 heures par semaine, ou par des enfants, qu'il y a de l'esclavagisme, tout ça, pour moi, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai changé?
j'ai déjà commencé à systématiquement, quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde si je peux le trouver d'occasion. Donc j'utilise toutes les applications qu'on connaît bien de vêtements d'occasion, que ce soit pour mon fils ou pour moi. Et quand j'ai envie de me faire plaisir ou que j'ai envie d'acheter quelque chose de neuf, je vais vraiment faire l'effort de rechercher. C'est-à-dire que je suis plus dans l'achat compulsif, impulsif. Dans tu sais, tu vois un truc en solde, tu t'achètes le prix au lieu d'acheter le vêtement si tu veux. Je suis vraiment plus dans la recherche de marques qui ont une vraie démarche éco-responsable. Et quelque part, ça me fait aussi plaisir de me dire que je soutiens aussi des entrepreneurs comme moi qui ont créé quelque chose avec leur sueur, avec leurs convictions. Et en fait, ça me rend plus heureuse de consommer comme ça. En fait, je consomme beaucoup moins d'habits qu'avant. J'essaie aussi de réduire. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher parfois aux marques de vêtements éco-responsables, c'est le prix. Oui, c'est cher. C'est vraiment cher, les vêtements éco-responsables. Mais ce qui est intéressant aussi, faut prendre un instant et se dire, mais pourquoi est-ce que je trouve ça cher? Alors certes, il y a des gens qui gagnent le SMIC et là, enfin, je veux dire, moi, je suis pas là pour juger, pour dire comment les gens doivent consommer. C'est compliqué d'acheter des fringues qui sont chères quand on a des revenus limités. Par contre, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'acheter toujours autant, toujours plus, toujours un vêtement qui coûte le prix qui coûte. C'est-à-dire que en fait, les gens derrière qui ont fait le travail de fabriquer la matière première, de confectionner le vêtement, ils vont être rémunérés correctement. Et je pense que tout le monde a le droit d'être rémunéré à sa juste valeur. Un t-shirt qui coûte 2,50 € sur le site du roi d'ultra fast fashion, c'est juste pas possible en fait. C'est d'une arrogance extrême en fait. Et on nous a habitués, si tu veux, à ce genre de prix, que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit via les acteurs de la fast fashion, on nous a habitués à des prix qui sont en fait pas des prix normaux, qui sont des prix qui ne rémunèrent pas les personnes. Donc moi j'invite tout le monde à être plus curieux en fait, à être plus curieux sur plein de choses, à se dire pourquoi est-ce que j'ai besoin toujours de m'acheter plus de vêtements, est-ce que j'ai besoin de m'acheter 10 robes par mois, ou alors d'être curieux aussi sur déjà 10 robes par an. C'est déjà pas mal. Non mais c'est un petit clin d'œil parce que l'autre jour j'étais chez ma coiffeuse qui parlait de ça en fait. Je vais être obligée de le nommer, qui parlait de quelqu'un, d'une entreprise qui fait un petit peu mouche en ce moment de manière très négative, qui s'appelle Shein, les rois de l'ultra fast fashion. Et elle trouvait ça génial et c'était son petit plaisir de s'acheter 10 robes par mois. Et en fait, moi, ça m'a c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, mais alors, je veux pas la juger. Je pense qu'elle n'a tout simplement pas la connaissance de ce qui se passe à l'envers du décor. Et j'étais certainement comme elle il y a quelques années. Je peux pas lui en vouloir d'une certaine manière, mais moi quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur. En fait, je me dis mais comment est-ce qu'on peut trouver ça Enfin, mais tu sais, c'est toute la discussion et le questionnement que les marques françaises et de fabrication française ont enfin mis sur le tas il y a quelques années. C'est la question du juste prix. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parle pas des entreprises parce que alors je connais pas suffisamment bien le monde du textile, mais il doit quand même y avoir quelques filous qui continuent à dire ouais mais nous on a une super histoire, on fait très attention, puis en fait qui prennent des très très grosses marges. On va dire que les vrais acteurs du textile français qui cherchent vraiment à renouer et à recréer de l'emploi, à retisser en France, etc. Sont les premiers à dire qu'est-ce que ça veut dire en fait quand ils entendent ton jean, ta chemise en fait est très chère. En fait, c'est juste peut-être c'est peut-être pas que c'est cher, c'est juste que c'est le juste prix par rapport au fait d'avoir confectionné en France, d'avoir versé la juste rémunération. Et c'est vrai que maintenant que, en tout cas, Gaëlle et moi, on a vraiment eu cette prise de conscience. Gaëlle, au niveau textile, peut-être un petit peu plus avant moi. Moi, c'est vraiment le voyage qui a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que depuis ça, maintenant, clairement, nous, d'occasion, je n'achète que ça. Et maintenant, encore une fois, quand on veut vraiment acheter peut-être un truc neuf parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, c'est
ok, mais quelle marque? Tu vois, la dernière fois, je lui ai dit, tiens, regarde, il y a un truc là d'occasion. C'était une marque dont je tairai le nom. Et il m'a regardé, il me dit, franchement, même pour ce prix, je veux pas porter ça sur le dos. Ouais. Et donc, il me dit, je préfère presque mettre 10 € de plus d'occasion, mais dans une marque française ou qui a du sens, que des marques ultra fashion qui... Donc, effectivement, il y a d'occasion. Il y a aussi cette question de... quand on achète aussi neuf, de cette question du juste prix. Peut-être que tu vas en acheter qu'un et que en tout cas ce jean-là ou cette chemise en fait va te durer peut-être 3-4 ans. Mais finalement, quand tu vois que cette qualité qui est de meilleure qualité, en fait, dans le temps, c'est comme dans une entreprise, il y a un amortissement en fait de ce vêtement. Alors que voilà, combien de fois j'ai acheté des shorts 5-6 € il y a des années, puis en fait, un an après, ils sont tout est déchiré. Voilà, en tout cas, moi, je me mets vraiment ça dans la tête quand j'ai envie d'acheter. Je suis vraiment pas une bonne cliente quand les prix sont trop élevés. Je considère que c'est vraiment parfois abusé. Mais je préfère peut-être, tu vois, acheter un manteau peut-être très cher, mais qui va me durer 10 ans. Et me dire, bah, ok, mais c'est un investissement, c'est un amortissement. Et c'est pas de la fourrure, c'est tout est, toi. Et en fait, je décortique. Donc, ça rejoint vraiment ça. Et je pense que ta piste pour commencer en tout cas à trouver peut-être sa place ou une nouvelle place, je pense que ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Oui, c'est vraiment être curieux, ne pas essayer de se poser des questions sur sa manière de consommer. Ça pourrait être une piste. Voilà, être curieux, ça peut être de plein de manières différentes. La curiosité, ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que, donc là, on arrive à la fin. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter que j'aurais oublié d'aborder? Est-ce que je te laisse la parole pour clôturer la conversation? Bah, écoute, je suis très contente d'avoir pu partager toutes ces choses sur mon histoire et puis sur l'histoire de la marque avec toi. Moi, mon message, c'est plus d'un point de vue, je dirais... pour la suite, en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même extrêmement chamboulé, que ce soit d'un point de vue géopolitique et environnemental. Je pense que c'est difficile de continuer à avoir des œillères, de croire que les choses vont passer sans rien. Donc mon message, ce serait juste de dire continuez à être curieux. Essayez d'être curieux sur la manière dont vous consommez, la manière dont vous vivez. Changer de style de vie, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est ok en fait de faire des erreurs aussi, ou c'est ok qu'il y ait des incohérences aussi au début. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à essayer de faire un petit pas. Et à déculpabiliser. Parce que ça peut pas être parfait, c'est ok, c'est ok. Super, merci beaucoup Delphine. Écoutez, moi merci beaucoup pour cette chouette discussion, et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Prends tes boots. Salut Delphine. Au revoir Laura.